Oui, je voulais vous demander si on savait si la dyscalculie était plus souvent associée à la dyschronie, par exemple. Euh, à ma connaissance, non. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, je ne pense pas que ce soit étudié. Les associations de la dyscalculie en général sont assez importantes avec la dyslexie. Je l'ai dit, on est à peu près à 50% du temps, à 50% des cas. Dans un quart des cas, il y a une association qui est assez importante avec le TDA également. C'est des enfants, et il y a un lien, j'en ai parlé un peu, mais il y a des liens entre les maths et l'espace de façon générale. Alors il y a des liens clairs sur certains aspects des mathématiques, évidemment, la géométrie, etc. Mais je parle de plus que ça, même les nombres, en fait, on a tendance souvent à les imaginer dans l'espace, en fait. C'est comme ça que notre cerveau, en fait, encode les nombres, et donc du coup, l'aspect visio-spatial est important pour la dyscalculie. Et donc ces associations-là sont les plus répertoriées. Après, il y a aussi probablement des associations à la dyspraxie. Mais même ça, j'ai pas un chiffre en tête, en fait. Je sais pas si tu as... Alors, juste, moi je suis pas spécialiste de la dyscalculie, Ouais. mais par contre j'ai travaillé justement sur les nombres et l'association avec les aspects visio-spatiaux. Et c'est vrai qu'il y a des modèles d'association du temps, de l'espace et des nombres. Donc les trois domaines sont très fortement associés. Maintenant, la dyschronie, je connais pas d'études spécifiques sur la Non. dyschronie, dyscalculie, donc je sais pas non Non. plus répondre. Mais effectivement, il y a une association aussi avec la dimension temporelle parce que espace et temps sont très fortement liés. Nombre, espace et temps, du coup. Là, j'appuie sur le bouton. Oui, bonjour. Alors, en fait, c'est ma présence ici. Tous les troubles qu'on décrit pour des 10, je suis enseignant, et en fait, dyscalculie, 6% des élèves, 3 quarts de mes élèves ont les mêmes symptômes. Donc, on pourrait dire la même chose d'ailleurs pour les problèmes de la dyslexie, des difficultés d'écriture, de lecture et compagnie. Les 3 quarts de nos élèves font les mêmes fautes. Et alors, peut-être qu'une part de qu'est-ce qui ferait le lien? Peut-être qu'une part de la réponse, c'est la dernière intervenante. Voilà. Et vous-même, comment vous faites la différence entre un élève dyscalculique dans une génération qui, globalement, ne sait pas compter? Voilà. Alors en fait c'est faux, hein. C'est pas une génération qui ne sait pas compter. Vous allez avoir, en fait il y a plein de raisons pour lesquelles des enfants peuvent avoir des difficultés pour apprendre les mathématiques. Les enfants dyscalculiques par exemple typiquement vont être en dessous de ce qu'on appelle de dixième percentile. Donc par exemple les 10% en fait ils sont vraiment non seulement en difficulté, ils sont en difficulté de façon très sévère par rapport aux autres enfants et aussi de façon persistante. C'est pas des difficultés passagères qu'on peut trouver plus ou moins sur... non, oui, enfin vraiment, du coup, vous allez avoir des enfants qui vont avoir des problèmes pour énumérer, etc. Et donc, après, forcément, il y a une question de seuil, mais c'est aussi des enfants qui vont avoir, hormis ça, qui peuvent d'ailleurs avoir un fonctionnement cognitif tout à fait normal, hein. Par exemple, on peut avoir des enfants qui sont dyscalculiques et qui en sont au potentiel également. C'est complètement, en fait, non seulement possible, mais ouvert par la définition même du trouble. Donc, oui, après je ne sais pas si mes collègues veulent parler de la dyspraxie, de la dyslexie, etc. Vas-y, Nathalie. Oui, alors j'entends bien votre constat de difficulté majeure pour beaucoup d'enfants dans une salle de classe. Alors, par exemple, pour je mets à part la dysphasie parce que bon, le diagnostic est quand même plus évident à faire, mais on peut avoir des hésitations. C'est vrai. S'agit-il d'un enfant dyscalculique ou d'un enfant dyslexique, ou bien simplement d'un enfant qui fait pas assez d'efforts ou qui n'est pas assez motivé pour faire ses activités ou qui a mauvais caractère ou tout ça. Bon, je pense qu'il faut pas se voiler la face. Tout cela existe. Mais il y a des professionnels qui ont des outils permettant de faire la différence. Alors, ce n'est pas justement le travail de l'enseignant de faire cette différence. Son travail, c'est d'essayer d'aider tous les enfants à apprendre certaines compétences et à repérer des enfants qui sont potentiellement dyslexiques ou potentiellement dyscalculiques, qui ont potentiellement un problème de ce type-là. Et ensuite,
de convaincre les parents de l'adresser à un professionnel qui, lui, va placer l'enfant en dehors de la situation de classe, dans une situation hors contexte, où il va proposer à l'enfant des tests qui sont suffisamment épurés pour que l'enfant ne manifeste son trouble que s'il a véritablement une difficulté fondamentale à réaliser un calcul, à lire, à décoder, ou dans le cas de la dysphasie, à comprendre une phrase lorsqu'elle est parlée très rapidement, par exemple. Alors, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en gros, je suis tout à fait sensible personnellement à ce que vous dites, parce que c'est ce qui vient du terrain. Ce sont ces difficultés multiples auxquelles sont confrontés les parents, les enseignants, etc., mais auxquelles peuvent répondre en partie les neuropsychologues et les psychologues neuropsychologues, par exemple, les orthophonistes aussi, enfin des professionnels formés, en utilisant des outils normés, pour pouvoir justement faire la part des choses, si ils sont normés, monsieur, pour faire la part des choses entre des enfants qui ne fournissent pas suffisamment d'efforts pour différentes raisons, qui sont à prendre en compte par ailleurs, et puis des enfants qui ont un vrai handicap, qui ont une vraie difficulté fondamentale à réaliser certaines opérations mentales, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être que... Je précise oui, juste, je ne sais pas, il dit, ou est-ce que ça correspond? Oui. Pardon? Oui, on vous entend mal, monsieur. Oui, je disais, le fond de la pensée, c'est peut-être, est-ce que justement des phénomènes globaux pour toute la société n'ont pas un effet encore plus accentué sur ces enfants dyslexiques? Et voilà. Ça, c'est autre chose. Dans les causes, si on cherche les causes, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses un petit peu extérieures? Alors, voilà. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais là, je pense que vous posez un autre problème qui est vraiment très intéressant et auquel on est tous sensibilisés, c'est les causes épigénétiques. Tout à l'heure, Nicole, tu parlais de la composante génétique à l'origine de beaucoup de troubles 10. Même si on ne veut pas accorder énormément d'importance à ces causes-là, on peut avoir une attitude vis-à-vis de ces causes génétiques qui est dite épigénétique et qui consiste en gros à admettre que ces causes existent, mais qu'elles sont hypertrophiées par certaines composantes de l'environnement, qui peuvent être d'une part des aspects de l'éducation ou du manque d'éducation dont souffrent certains enfants. On a parlé tout à l'heure aussi des écrans, à l'instant même. Donc ce sont des aspects de la vie en société qui seraient suffisamment négatifs pour permettre à des potentiels génétiques défavorables de s'exprimer, en fait. Et il y a donc ces aspects de l'éducation et de l'environnement auxquels on peut faire quelque chose en tant qu'éducation nationale, chercheur, etc. Mais il y a aussi des aspects de notre environnement auxquels malheureusement on ne peut rien d'autre que militer au niveau écologique. C'est des éléments de notre alimentation, des éléments de ce qu'on boit aussi, qui, par la présence de métaux lourds, par exemple, font que des vulnérabilités génétiques s'expriment aujourd'hui, alors qu'autrefois elles ne s'exprimaient pas. Et c'est la réponse, en tout cas, qu'apporte l'approche épigénétique, à laquelle on peut adhérer ou pas, mais qui personnellement me touche parce que je trouve qu'elle est réaliste et en même temps elle est optimiste, parce qu'elle nous permet de dire qu'en tant qu'acteur de la société, si on reconnaît ces deux aspects-là, eh ben on va peut-être pouvoir agir. Pas simplement se dire bah, c'est génétique, on ne peut rien faire. Non, c'est génétique, mais c'est amplifié par des éléments de la société auxquels vous ajoutez peut-être d'autres choses et sur lesquels on peut agir. Alors pareil, je ne veux pas monopoliser. Ouais, moi, je vais peut-être juste compléter, parce que là, on est parti beaucoup sur les aspects épigénétiques, environnementaux, écrans, mais globalement, pour tous les troubles du neurodéveloppement, je pense que mes collègues seront d'accord avec moi pour dire que, justement, les causes, ce qu'on observe, c'est qu'elles sont multifactorielles, c'est-à-dire génétiques, environnementales. Et si on prend un exemple bien particulier que je connais bien, qui est celui de la dyspraxie, le fait d'être prématuré, ça augmente par 8 les risques d'avoir une dyspraxie. Et en fait, je trouve que c'est un bon exemple pour expliquer aussi qu'il y a plus de troubles du neurodéveloppement parce que la médecine, elle évolue et elle fait que ces enfants, au lieu de mourir à la naissance, en fait, ils vont être capables de grandir et de grandir comme les autres. Donc en fait, c'est aussi parce qu'on s'intéresse plus
au bien-être des enfants que simplement à les faire survivre maintenant. Donc la médecine, elle évolue dans ce sens-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a plus tendance à avoir dans nos classes des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, et pas uniquement à cause des écrans, pas uniquement à cause de tous ces facteurs épigénétiques qui sont effectivement présents, mais qui sont, on pourrait dire, un petit peu à voir de manière négative. Il y a aussi des facteurs positifs qui font qu'on a la chance d'avoir cette diversité qui arrive dans les écoles, en fait. Je pense qu'il faut voir aussi cet aspect-là. Juste, les écrans ne causent pas les troubles du neurodéveloppement. Hein. Je n'ai pas de connaissance, en tout cas, de la littérature scientifique là-dessus. En fait, on est passé d'un modèle probablement des 10 qui est il n'est pas déterministe, le modèle, il est vraiment probabiliste. Et effectivement, on l'a dit plusieurs fois, donc c'est des facteurs de risque et des facteurs de protection. Ça veut dire qu'il y a aussi des facteurs de protection. Hein. Ça veut dire que l'environnement peut protéger, même si on a un facteur de risque au départ. Et donc, c'est la somme de tout ça, et c'est difficile. Enfin, en fait, pour des scientifiques, il n'y a rien de plus difficile que de dissocier ce qui est un facteur génétique ou environnemental. D'ailleurs, la plupart d'entre nous ont arrêté de le faire parce que tout est une interaction entre les deux, en fait. Donc, et donc, c'est un peu comme ça qu'on voit maintenant le modèle des 10. Mais en tout cas, c'est sûr que globalement, le consensus scientifique est qu'il n'y a pas un seul facteur qui est à la cause de tout ça. Mais même s'il y a de la génétique, l'important c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on se débrouille avec ça. Bien donc sûr, la ouais. neuroplasticité. Donc chercher la génétique, rien n'est que génétique. Génétique et épigénétique 100%. Donc ça nous encloisonne à des réflexions alors qu'il y a toujours un potentiel de neuroplasticité et de réparation. Oui, mais aussi, même si quelque chose était 100% génétique, ça ne veut pas dire que c'est déterministe non plus. Franck Ramu a publié récemment sur une étude mondiale. Et donc, il y a des publications sur l'autisme où ils disent, tiens, tel gène, on dit c'est celui-là qui hérite et qui va provoquer finalement... Eh bien, en fait, non. On peut trouver chez vous, qui n'êtes pas parmi vous, il y en a qui n'ont pas de trouble, qui ont le gène, mais qui n'est pas hérité, en fait, je sais pas, on dirait. Donc, c'est très, très complexe. C'est plusieurs gènes qu'on va retrouver et qui, de temps en temps, font qu'ils se mettent en bataille. C'est ce que dit Franck Ramu, puisque sur la dyslexie, ils ne se sont pas contentés de faire une étude européenne, parce que, vous savez, c'est complexe. C'était mondial. Des millions de personnes ont été testées. Donc, ils ont prouvé qu'il y a des facteurs génétiques. Et également, d'autres chercheurs ont bien montré que dans des familles, ça saute des générations. C'est pas parce qu'il y en a un parent qui est 10 qu'on va avoir un enfant 10. C'est des trucs très, très, très particuliers. Nous, on dit dans les associations 1 chance sur 2. Mais ce n'est pas automatique. C'est très bizarre. Et puis, quand il y a une famille qui a 3 enfants où ils sont tous 10, les niveaux, il y en a un qui est dysphasique, un qui va être dyspraxique. Très bizarre, ce n'est pas tout à fait les mêmes 10. Comme vous l'avez dit, il y a un 10, il y a multiples 10. Donc, ce qui est important pour les familles, c'est de savoir exactement. On a besoin d'avoir de l'étiquette pour savoir ce que c'est, voilà, pour comprendre. Après, les besoins sont communs parfois à tous les troubles, ils se cumulent. Mais vraiment, les familles, elles ont besoin de comprendre. Après, là, je vous parle en tant que maman et Nicole aussi, on va arrêter de culpabiliser les parents. Je suis 10, donc je ne fais pas d'enfants. J'ai eu des jeunes dans cette salle. C'était il y a 1 an, on va dire, qui me dit, bon, si c'est génétique, c'est décidé. J'en ferai qu'un, puisque c'est 1 chance sur 2. Mais j'en ferai pas 2. Vous voyez ? Donc, bon, c'est important de chercher la génétique, c'est important de comprendre, mais une fois qu'on dit, oui, ben voilà, vous étiez 10, donc vous aviez 1 chance sur 2, boum, votre enfant est 10. Ce qui est important, et c'est ce que vous avez tous dit, vous chercheurs, c'est qu'il y a des moyens de les aider, de les rééduquer, d'aider finalement ces enfants. Et en ce qui concerne la dyscalculie, moi je connais un pharmacien qui est dyscalculique. Il a juste eu besoin d'un aménagement aux examens, c'est-à-dire la calculette. Vous voyez ? Donc tout est possible. Il existe des choses pour les aider. C'est pas foutu. C'est pas foutu. Et ce qui est important pour l'éducation nationale, c'est qu'on vous forme à repérer
il existe dans le guide pour améliorer le parcours de santé des 10 de la Haute Autorité de Santé de 2018 des outils pour les enseignants, pour que vous les repérez. Alors si vous n'êtes pas au primaire, hein, là je parle vraiment du primaire, et même au collège, il y a moyen de les repérer de manière à les orienter et les aider. Il faut arrêter d'être fataliste et se dire on est trop mauvais en France à l'éducation nationale parce que les PISA dit qu'on est en train de chuter et machin, tout ça. Je pense qu'il y a des troubles 10 qui ont besoin d'être aidés. Et puis après, il y a l'éducation, quoi. Les aménagements, la pédagogie, comment on l'enseigne. Et ça, on fait confiance à l'éducation nationale pour dicter ce qu'il faut faire. Moi, je voudrais remercier Ghislaine et Nicole, parce que sans elles, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Et tous, je renouvelle, du fond du cœur, je renouvelle mon appel pour que cette maison des 10 sorte, pour que nos enfants n'aient pas à vivre ce que nous vivons à l'heure actuelle. Et pour qu'on construise tous ensemble une belle société. Merci à tous.